Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir parce que c'est un petit événement. On sait que Mathieu Bellesi est très rare dans les médias et je suis ravi qu'il ait accepté ce soir d'être avec nous et en présence donc de Frédéric Martin que vous connaissez évidemment tous pour ceux qui nous suivent, fondateur du Tripode qu'on a reçu à de multiples reprises. C'est un petit peu le pilier du bar, on pourrait dire. Alors, Mathieu et Frédéric, je suis vraiment ravi. C'est aujourd'hui, on vous reçoit pour Le Petit Roi aux éditions du Tripode. C'est un texte qui a été publié une première fois en 98 aux éditions Phébus. Et donc, cette année, depuis déjà quelques mois, le Tripode a décidé de publier l'intégralité de vos œuvres, Mathieu, et on en est ravi, surtout après avoir lu Attaquer la Terre et le Soleil, qui a reçu un prix récemment. Euh, mais pour débuter, j'aimerais qu'on parle de cette aventure éditoriale, Frédéric, tout d'abord, parce que c'est assez rare qu'un auteur contemporain soit réhabilité, remis au goût du jour, réédité et avoir un succès aussi phénoménal. Frédéric, j'aimerais que tu nous parles de cette aventure-là, comment tu as découvert déjà Mathieu Bellesi, comment tu as eu envie de publier l'ensemble de son œuvre aussi. Euh, Écoute, j'allais faire une réponse à la capitaine Haddock en disant c'est à la fois très simple et très compliqué. Non, mais c'est très simple parce que ça s'est passé comme pour tous les autres livres. C'est-à-dire que quand tu publies de la littérature contemporaine, tu reçois l'œuvre et c'est elle qui te dit ce qu'il faut faire. Et ça, finalement, ce qui s'est passé avec Mathieu est pas très différent de ce qui a pu se passer avec Dimitri Rochon-Boury, Bérengère Cournut. Et en gros, un jour, tu reçois un manuscrit, tu le lis assez vite. Je crois que ça a pris 2 jours à peu près le temps de réponse par rapport. Et là, tu as une énergie qui arrive tout de suite avec Attaquer la Terre et le Soleil. Et après, bah, tu vois comment cette énergie, elle peut diffuser. Et le premier réflexe, il était tout bête, c'est que moi, je connaissais pas du tout l'œuvre de Mathieu Bellesi avant de recevoir ce manuscrit. En fait, notre anniversaire, ça fait un an pile. J'ai reçu Attaquer la Terre et le Soleil il y a pile un an. Je crois que c'était vers le 9 mars, sans blaguer. Et donc après, je m'aperçois que c'est un auteur avec déjà une œuvre assez conséquente. Il y a 25 années d'écriture. Je peux le dire sans te vexer. Oui, je pense que je me dis, bon, si je le connaissais pas, ça doit pas être si bon que ça quand même. Surtout que je vois qu'une partie des œuvres n'est plus disponible. Mais quand même, pour bien faire mon travail par rapport à Attaquer la Terre et le Soleil qui m'avait vraiment renversé, je me dis, bah, je vais lire tout pour mieux comprendre comment il a pu en arriver à enfin écrire un bon livre presque. Et là, gros problème, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à trouver un exemplaire d'un livre précédent, c'est à minima du même niveau d'intensité qu'Attaquer la Terre et le Soleil. Et là, la réaction, elle est toute simple. C'est pas de te dire ça s'est jamais fait, de rééditer l'œuvre d'un auteur contemporain. C'est comme cette œuvre était plus disponible et en grande partie méconnue. Il y a très peu de livres de Mathieu qui ont vraiment atteint un public. Je dirais pas qu'il devrait avoir parce que je pense, enfin, on en reparlera de la place que devrait avoir Mathieu aujourd'hui, mais il y a quand même quelques livres qui ont eu une certaine audience, mais la plupart pas du tout ou très peu. Et ben, tu te dis, tant qu'un livre n'a pas été lu, c'est une nouveauté et tu décides de les republier. Et c'est qu'après coup que tu te rends compte par la réaction des éditeurs ou des journalistes que normalement ça se fait pas, mais en fait si, ça se fait très bien. Et Le Petit Roi en est un exemple. C'est un livre qui était sorti donc chez Phébus en 98, qui était plus disponible depuis plusieurs années. Et les choses vont très vite. Entre les nouvelles générations et ceux qui ne l'avaient pas lu au moment de sa parution, bah, tu t'aperçois qu'il est accueilli avec la même curiosité qu'un livre qui n'avait jamais été édité. Il n'y a aucun problème. Et par rapport à cela, Mathieu, comment vous vivez justement cette sorte de renaissance en fait? À quoi vous l'attachez? Est-ce que pour vous, à quoi tient un succès littéraire en réalité? Est-ce que l'éditeur et l'auteur sont conjointement liés dans cette aventure-là? Est-ce que vous vous êtes senti peut-être peu épaulé par vos éditeurs précédents, sans leur faire injure, mais est-ce que ça tient aussi au fait de défendre un texte? Et on sait à quel point le tripode défend les textes corps et âme. Est-ce que ça tient aussi à ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Ce que j'appelle les grosses machines éditoriales, c'est-à-dire Gallimard, Flammarion, Grasset ou Albin Michel, le, le travail n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Évidemment, il y a
5, 6, 10 romans qui sortent tous les 2 mois. Donc, ce n'est pas possible de les suivre. Donc, on va en pousser un. En plus de ça, moi, je me rappelle chez Flammarion, j'ai eu la malchance de sortir en même temps qu'un roman de Houellebecq. J'étais complètement écrasé. Et on ne s'occupe pas de 10 livres à la fois, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, j'ai eu à subir ça. Alors, je m'étais un peu disputé avec l'éditeur. Mais je me disais, je vais continuer à écrire parce que j'ai encore ce vrai plaisir d'écriture. Mais très sincèrement, je me disais, bon, un jour, quand je serai mort, un jeune éditeur, en faisant les bacs, en fouillant dans les bacs de livres des quais, découvrirait un Bélézy, le lirait, dirait « Ah, mais ça me plaît et tout. » Et puis il y aurait les autres, ils diraient « Mais je vais republier. » Je me disais « Peut-être que ça arrivera à ma mort. » Mais j'imaginais plus que ça arriverait de mon vivant. Et vraiment, quand ça s'est passé avec Frédéric, mais j'ai mis quand même plusieurs semaines à réaliser parce qu'il me disait des telles choses, c'était des choses que j'avais envie d'entendre, mais je me disais que c'était trop tard, que c'était fini. Voilà. Et chaque matin, je me réveillais, je me disais, bon, et tu as rêvé, c'est pas possible, ce que te dit Frédéric. Ça... Et c'était quand même, voilà, le rêve devenait réalité. Et pour un écrivain, c'est extraordinaire. On ne peut pas espérer plus que ça. Moi, j'ai une chance inouïe, là. Mais qui s'est faite comme ça. Il suffisait de cliquer un dimanche soir sur le site du Tripode et d'envoyer un texte en se disant, bon, on verra. Parce qu'au départ, moi, j'étais loin de tout ça. Mathieu vit à Rome en plus. Et je me disais, bon, j'avais une idée en tête, comme ça, le Tripode, c'est une maison parisienne, un peu snob et tout. Ils vont pas du tout s'intéresser à mes textes. Erreur, 2 jours après, j'avais déjà une réponse enthousiaste et à la fin de la semaine, j'ai signé un contrat, quoi. Donc c'était inespéré pour moi. Et justement, par rapport à ce texte-là, Le Petit Roi, est-ce qu'il a été retouché? Est-ce que justement vous l'avez, entre guillemets, remis au goût du jour? Est-ce qu'au contraire, il fallait le publier tel quel? Est-ce qu'il avait évolué depuis 1998? Est-ce que la société a évolué aussi depuis? Comment vous avez décidé de ne pas le retoucher? Puisque je sais qu'il n'a pas été retouché, mais comment vous avez décidé de ne pas le retoucher? Moi, je le relis, mais parce que je trouvais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relu, mais je trouvais qu'il avait encore sa cohérence, surtout dans notre société actuelle, qui est de plus en plus violente. Je me disais, finalement, c'était un texte un peu prémonitoire. Parce que maintenant, il y a des enfants qui s'attaquent à leurs parents, et violemment. Ouais, mais bon. Ils s'attaquent à leurs professeurs aussi. Pour revenir sur la question de la révision d'un texte 25 ans après sa parution, là, je m'autorise à dire des choses que tu ne peux pas dire toi-même, mais tout est assez parfait vraiment dans l'œuvre de Mathieu. C'est-à-dire que le projet éditorial, ce n'est pas une révision des textes à proprement parler parce qu'il y aurait des passages mauvais. On va juste plutôt réorchestrer. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui vont être édités à l'identique. Il y en a d'autres qui vont être scindés parce qu'en fait, ils sont d'une telle ampleur que pour leur donner un son plus audible, on va les publier en plusieurs volumes, en fait, tout simplement. Et puis, il y aura des inédits. C'est-à-dire que le projet, c'est aussi d'intégrer dans la cohérence de ce qui a déjà été écrit, la cohérence qui se poursuit avec, notamment, l'année prochaine, il y aura un roman inédit. On en parlera évidemment tout à l'heure. Je précise que je dois relire et retravailler un peu, mais enfin, au moins, je suis allé au bout qui était écrit. Alors, il y a 2 troncs, entre guillemets, communs qui ornent votre œuvre littéraire depuis une vingtaine d'années. C'est la période coloniale en Algérie et ce 21e siècle avec ses tourments humains, ses tourments de l'âme humaine et potentiellement aussi de l'enfance. Racontez-nous qu'est-ce qui vous anime justement en littérature. Pourquoi ces 2 pans particuliers? Pourquoi ça vous intéresse de les traiter en littérature? L'Algérie, c'est assez facile, hein. La littérature française, au moins la période de l'Algérie qui m'intéresse, c'est à savoir la conquête, la colonisation, le départ, 1830, en gros 1830, 1900. Ça a été très très peu utilisé dans la littérature française.
j'ai pas de romans qui m'ont frappé. Il y a eu des romans sur la décolonisation, sur la guerre d'Algérie, mais c'est la décolonisation. Mais sur la conquête, pratiquement rien. Le cinéma, c'est pareil. Et je me disais, mais pourquoi on ne parle pas de ça en France? Il y a quand même plus de 100 ans de l'histoire avec un grand H, l'histoire de France. Pourquoi la littérature ne s'est pas emparée de ce sujet? Comme les Américains ont pu s'emparer, par exemple, du Vietnam très facilement, aussi bien en littérature que dans le cinéma. Alors voilà, je me suis dit, comme j'ai une nature, comme je disais tout à l'heure, un peu incendiaire, je me suis dit, c'est un sujet un peu tabou, je me lance là-dedans. Et on verra ça. Et j'ai pris goût, parce que j'y ai trouvé un style aussi. Si je n'avais pas trouvé un style littéraire pour raconter ça, cette histoire-là de l'Algérie coloniale, je crois que je n'aurais pas écrit. Mais j'ai trouvé un style, un souffle, une musique qui s'apparente au réalisme magique sud-américain, si vous voulez, avec une espèce de démesure comme ça, de moments presque ubuesques. Et donc, je me suis pris au jeu et j'ai écrit une sorte de tétralogie. Qu'est-ce qui fait débuter une histoire pour vous? Est-ce que c'est une voix dans votre tête, une émotion, un fait divers? Qu'est-ce qui décrète que vous allez commencer à écrire? C'est avant tout une voix, incontestablement. C'est-à-dire, j'attends de trouver la voix d'un personnage. La voix du petit Mathieu, par exemple, c'est pas moi qui écris, enfin, c'est une autre partie. C'est le petit Mathieu qui prend la parole et je le laisse dans une totale liberté de raconter ce qu'il a envie de raconter. J'ai fait pareil pour Séraphine dans Attaquer la Terre et le Soleil ou pour Le Soldat. Je n'ai pas de plan du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir un plan, surtout pas. J'ai des voix. Voilà. Alors, je peux mettre du temps. Hein. La voix de Séraphine, par exemple, dans Attaquer la Terre et le Soleil, il m'a fallu 1 an pour la trouver. Et Le Petit Roi, ça a été aussi assez difficile. Mais j'ai écrit 1 page, 2 pages, et je sens bien que ça ne va pas, et j'attends. Alors, je tourne en rond, il faut être patient, mais ça me paraît essentiel. Et quand cette voix est en moi, quand cette voix a suffisamment de crédibilité, j'ai écrit très vite. Le Petit Roi, je l'ai écrit en 3 mois. Oui. Mais j'ai attendu cette voix pendant peut-être 6 mois ou 8 mois. Par rapport à cela, alors, vous parliez tout à l'heure d'autobiographie. Tous les lecteurs, évidemment, se sont posé cette question à un moment donné pendant la lecture du Petit Roi, celle de l'autobiographie, de l'autofiction. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient intimes de votre part dans ce texte-là, dans Le Petit Roi, puisqu'il est violent, c'est évident, c'est un texte qui peut paraître violent, avec différentes strates. On va en parler évidemment en profondeur tout à l'heure, mais vous brouillez les pistes avec un personnage qui s'appelle donc Mathieu, comme vous. La temporalité coïncide potentiellement, elle est plutôt cohérente. Et finalement, est-ce qu'on a besoin de savoir? Moi, je n'ai pas besoin de savoir, mais je sais que beaucoup de lecteurs s'intéressent sur cette faculté à écrire sur soi, surtout sur un premier roman qu'on apparente souvent à un livre extrêmement personnel. Autant vous dire tout de suite, moi je ne suis pas du tout dans l'autofiction, que je déteste assez, je trouve, qui a un peu tué la littérature française. Donc c'est totalement inventé. Moi, je n'ai pas du tout eu cette enfance, pas du tout. J'ai eu une enfance très tranquille, très paisible. Il n'y a pas grand-chose à raconter en fait. Non, j'ai besoin d'imaginer. Enfin, pour moi, écrire des romans, c'est avant tout imaginer. Imaginer des personnages, imaginer même des paysages. Bon, les paysages de l'Algérie, par exemple, j'ai jamais mis un pied en Algérie, mais j'ai lu des textes de voyage, j'ai lu Isabelle Eberhardt, j'ai lu Jeanne Fromentin. Pour Le Petit Roi, j'observe parce que j'ai des neveux, des nièces jeunes et tout, je les observe, je regarde comment ils réagissent, et puis je lis quelques faits divers dans la presse, et voilà. Et j'attends que le personnage se crée de lui-même, quoi. Mais surtout pas passer par moi. Non, c'est pas vraiment ma pratique. C'est quand même longtemps que vous écrivez, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Comment se manifestent-elles ces voix-là? Est-ce qu'elles vous hantent? Est-ce qu'elles vous perturbent? Que ce soit au long de l'écriture, parce que ce sont des personnages
extrêmement puissant, extrêmement incarné. Il nous habite, nous, en tant que lecteurs. Alors j'imagine, et je n'ose imaginer à quel point ça vous habite aussi en tant qu'écrivain, ou peut-être que pas du tout, peut-être que vous arrivez à vous en détacher totalement une fois l'œuvre écrite, une fois le texte terminé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mathieu Bellesi en tant qu'écrivain avec ces personnages-là? Ça dépend des personnages. C'est vrai qu'il y a quelques personnages que j'ai eu du mal à abandonner, effectivement, et que j'ai été obligé de reprendre. Par exemple, le prochain roman qui sortira, l'inédit, je reprends un personnage du pape suspendu de la révolte. Et j'avais besoin de le reprendre, effectivement. Il restait dans ma tête. Et j'ai eu besoin d'écrire un autre roman pour raconter la fin de sa vie. Mais il y a des personnages que j'abandonne assez facilement. Mais par contre, pendant que j'ai écrit le roman, je suis complètement habité par les voix des personnages, ça c'est sûr. J'y pense tout le temps. Même si je n'écris pas d'une journée, ces personnages sont quand même dans ma tête, tout le temps. Et ils ont leur musique qui est là, qui attend que je me mette à ma table. Et Frédéric, tout à l'heure, on parlait en off, on parlait de ce côté incendiaire, de ce côté des livres du Tripode, et on pense au Démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory, on pense à tant d'autres aussi au Tripode. Alors, tant d'autres, pas tant d'autres. Il n'y en a pas tant que ça, des livres qui au Tripode mettent en scène des personnages extrêmement incarnés, comme Le Petit Roi et comme Dimitri Rouchon-Bory. Mais justement, par rapport à ce côté-là, qu'est-ce qui façonne, qu'est-ce qui bout en toi pour publier de tels textes, des textes qui sont extrêmement puissants, extrêmement parfois violents? Est-ce que c'est quelque chose qui te tombe dessus? Est-ce que c'est quelque chose, au contraire, qui te permet d'ouvrir aussi l'œil du lecteur à des choses différentes dans le monde de l'édition, puisqu'on sait que c'est quand même très difficile aujourd'hui de créer de la matière romanesque sans heurter quelconque communauté, quelconque public. Tu prends des risques en publiant aussi parfois ce genre de texte. Qu'est-ce qui t'anime? C'est vraiment une très très belle question. Quand je dis que c'est une très belle question, ça veut dire que moi, ça m'oblige à aller très très loin dans la compréhension de ce que je fais et à me poser justement des repères ou à comprendre des repères que j'aborde jamais. Donc, je te remercie. C'est important parce que quand j'ai vu Le Petit Roi arriver avec cette violence-là, évidemment, j'ai repensé au Démon de la colline aux loups. Je n'oublie pas que dans mon catalogue, il y a un livre de Sade. L'art de la joie, on oublie, mais l'ouverture de l'art de la joie est un des livres les plus violents qu'on peut imaginer. Hein. Il y a quand même un inceste, un viol par un père, un matricide, un assassinat. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, mon premier réflexe a été de me demander si ça répondait à quelque chose de mon histoire personnelle. Et je dirais un peu comme Mathieu, il n'y a absolument rien de spectaculaire dans mon enfance. Il n'y a en tout cas pas du tout une histoire de la violence. Moi, j'ai une mère italienne qui m'a plutôt considéré comme Dieu sur terre. J'ai été aimé, j'ai été protégé. Et après, c'est le deuxième élément de réponse que je pourrais faire. Par des rencontres, par des gens qui me sont très proches, j'ai fait quand même l'expérience de la violence. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui, eux, ont une enfance beaucoup moins protégée. Et quand je dis beaucoup moins, c'est, voilà, ils ont vécu un peu le pire. Et en réfléchissant à ce que je publie, la première réponse que je pourrais dire, c'est que si cette violence, elle est consubstantielle à la vie humaine, on ne peut pas la cacher. Parce que la cacher, c'est la rendre encore plus dangereuse, c'est la rendre encore plus opérante. Donc la question, c'est pour moi, et c'est le troisième moment de la réflexion que j'ai eue, c'est de me dire, la question, ce n'est pas de savoir si on doit publier des textes sur la violence ou pas, c'est la complaisance avec laquelle on le fait. Et ça, c'est une frontière délicate. C'est-à-dire que moi, je connais absolument des auteurs comme Marc ou Mathieu. Je dis Marc parce qu'on a publié en janvier un texte de Marc Graciano sur une femme qui vit dans la forêt, ça s'appelle Chaman, une femme magnifique qui fait plein d'expériences, et à la fin, elle semble vivre quelque chose de très violent. Alors c'est amusant parce qu'en plus, c'est une expérience chamanique. En fait,
cette scène-là est rêvée et voulue par ce personnage pour s'émanciper de son corps. Et une partie des lecteurs pensent qu'en fait, elle est agressée sexuellement et tuée par quelqu'un, alors que ce n'est pas le cas. Et Marc est l'être le plus doux que je connaisse. Je confirme. Il est fabuleux. Mais les lecteurs qui lisent ce texte et qui sont heurtés par cette violence et qui trouvent une complaisance, il faut absolument les respecter. D'abord, je pense qu'une lecture n'est pas plus juste qu'une autre. C'est-à-dire que je ne peux pas décider de la manière dont doit se lire un livre. Moi, je peux juste apporter cette vérité-là, de dire l'intention de l'auteur, elle était celle-là. Elle était plutôt protectrice, elle est plutôt courageuse, c'est-à-dire que face à la violence du monde, et Mathieu faisait référence à quelques faits divers sur la violence qui peut être subie et parfois provoquée par des enfants, il faut y faire face, il faut pouvoir la regarder, il faut même le ramener à son statut de banalité du mal pour pouvoir la surmonter. Voilà. Et la combattre. Et donc, même la digérer, c'est-à-dire aller vers un ailleurs. C'est-à-dire que si tu refuses l'existence de cette violence-là, tu lui laisses un terrain dans lequel elle peut se propager. Mais c'est des questions hypersensibles, parce qu'effectivement, là, on a le temps d'une discussion, on a le temps d'expliquer ces choses-là. Je ne peux pas être derrière chaque lecteur qui va acheter un livre du Tripode pour lui expliquer. Donc là, c'est des cheminements où il faut être très prudent sur l'explication qu'on peut mettre sur une 4e de couverture, sur les incompréhensions possibles. Je pense qu'il peut toujours y avoir une incompréhension. Mon seul repère, moi, c'est la complaisance. C'est-à-dire que si je sentais chez un auteur une complaisance par rapport à une scène de violence, je pense que je serais incapable de la publier. Mais ça tient à mon histoire personnelle. C'est-à-dire qu'en plus, à cause de ces amis, de ces personnes qui me sont très proches, où je vois les dégâts de ce que peut provoquer la violence, on ne peut pas s'amuser avec ça. Voilà. Mais en même temps, ne pas en parler, pour moi, ça serait terrifiant, en fait. Et pour revenir à Dimitri, par exemple, puisque vous l'avez connu, vous lui avez donné plus que la parole, vous le voyez bien, c'est un homme qui, pendant des années, assiste dans des tribunaux aux choses les plus horribles, des meurtres, des viols, de la maltraitance familiale, et qui a eu besoin de l'écrire, et pas pour faire du spectaculaire. Son ambition, c'était pas d'écrire le nouveau détective, c'était de digérer cette violence-là et d'y mettre une lumière. Et pour revenir au Petit Roi, par exemple, où il y a des choses extrêmement violentes, mais qu'on ne maîtrise pas. Ce que raconte Mathieu sur la manière dont il se met à l'écoute d'une voix et à suivre sa cohérence, Marc Graciano, et je l'expliquais à Mathieu récemment, dit la même chose avec Geppetto, Pinocchio. Il dit le personnage fabuleux de Pinocchio, c'est pas la marionnette, c'est le marionnettiste. Il se met à créer quelque chose qui tout d'un coup lui échappe et qui a sa cohérence interne et qui va se mettre à parler, à bouger, à faire des choses. Et vous, en tant que créateur, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'être dans une forme d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle pour respecter la cohérence de ce personnage et de recueillir cette voix-là. Et le personnage de Mathieu dans Le Petit Roi, qui est absolument, et là je peux vous en faire le témoignage, puisque maintenant je commence un peu à connaître Mathieu, aux antipodes de ce qu'est Mathieu Bellesi, il a une vérité qu'il faut respecter. Pour moi, je suis incapable aujourd'hui de juger cet enfant. Je suis juste capable de le recevoir. Voilà. C'est injustifiable ce qu'il commet. Les scènes de violence, que ce soit sur un enfant, que ce soit sur des animaux, sont absolument terribles. Mais ce que nous permet de comprendre Mathieu, c'est un peu ce que disait Hannah Arendt, c'est qu'en fait, quand vous diabolisez quelqu'un, vous lui donnez un pouvoir qu'il n'a pas. En fait, ce garçon, il ne choisit pas. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de l'excuser, il s'agit juste de comprendre une cohérence. Et donc, du coup, de pouvoir faire face. Sinon, c'est terrifiant, on est démunis. Personnage-là et sur cette cruauté à l'égard, par exemple, des animaux. Et quelle était votre intention, même si on sait que c'est cette voix qui parle pour vous, mais votre intention, est-ce que c'était tout simplement de montrer qu'un être humain, il ne faut pas l'édulcorer, il ne faut pas le mettre dans une bulle trop, entre guillemets, feel good, et qu'il faut montrer aussi à quel point certains enfants, peu importe leur enfance, mais peuvent aussi commettre ce genre de choses, et qu'un homme, avec un grand H, est capable aussi de faire dans notre société d'aujourd'hui.
qu'est-ce que vous vouliez, entre guillemets, pas montrer, mais en tout cas, qu'est-ce que vous vouliez faire entendre au monde? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas d'intention du tout. Moi, je veux rien montrer, je veux rien montrer du tout. Ça m'échappe tout ça. C'est dans la mesure où j'ai vraiment ce personnage de Mathieu qui a sa cohérence, qui a sa propre révolte, qui a voilà, je le laisse faire. Je sais pas pourquoi. Quand je commence à écrire le matin, je ne me dis pas que je vais écrire une page violente. Pas du tout. C'est pas du tout mon propos. Simplement, ben, j'attends que la voix arrive, et puis voilà. Et puis Mathieu se met à parler, et je ne sais même pas ce qu'il va dire. C'est l'écriture qui m'entraîne, en fait. Et le personnage, s'il a suffisamment de chair et suffisamment de cohérence. C'est pour ça qu'on est souvent touché par mes personnages, parce qu'ils ont vraiment une chair, je dirais, terrible, quoi. C'est presque au-delà de la réalité. Mais moi, je ne veux surtout rien démontrer du tout. C'est pas mon propos. Quand j'ai fini mon texte, voilà, j'espère qu'il aura une cohérence littéraire. Mais ce que mes phrases voudront dire, ça c'est aux autres peut-être à le sentir et à l'exprimer, mais pas à moi. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à parler de mes textes. Je suis un peu comme, on parle beaucoup en ce moment de Cormac McCarthy, là, qui vient, à 89 ans, qui vient de sortir un autre roman, Le Passager. Et lui, c'est pareil, il dit, moi, je suis incapable de parler de mon travail d'écrivain. Il a des amis très chers, il parle de tout, sauf de littérature, enfin, sauf de son écriture à lui. Et il a donné un seul entretien dans sa vie, il a 89 ans, un seul entretien dans le New York Times, c'est tout. Et moi, je voilà, je me sens de ce côté-là, quoi. J'ai du mal à justifier parce que c'est vraiment, comme j'ai pas de plante, que ces personnages presque à la limite me dépassent. Donc après, quand on doit revenir en arrière, à faire du rétropédalage, et c'est moi qui suis pris devant les feux de l'actualité, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Est-ce que tu me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que en fait, là, ce que vous voyez, c'est-à-dire l'embarras de Mathieu à donner une réponse, est consubstantiel de la démarche de l'écriture. C'est-à-dire ce qui différencie pour moi un romancier d'un essayiste ou d'un moraliste, c'est l'absence de jugement, l'absence de volonté d'établir. C'est très bouleversant parce que là, on est sur le personnage de Mathieu, mais si on revient par exemple sur Attaquer la Terre et le Soleil, ou peut-être qu'on est moins heurté par cette violence parce qu'elle est le fait de gueux, des paysans, ou d'un soldat qui est endoctriné, mais c'est la même intensité de violence. Il y a quand même des viols, il y a quand même des meurtres, il y a quand même des maltraitances dans ce texte aussi. Bizarrement, beaucoup de lecteurs ont vu moins de violence dans Attaquer la Terre et le Soleil. Et oui, alors qu'en fait, on a affaire à un génocide. Et ce qui rend possible cette acceptation de la violence, c'est ça justement, c'est qu'il y a une absence de jugement. Alors en termes chrétiens, on parlerait de compassion. Avec Matthieu, je parlerais plutôt du mot grec, l'équivalent grec qui est celui de sympathie. C'est-à-dire que quelle que soit la réalité des gestes, des actes commis par ces personnages, il éprouve une sympathie pour eux parce que tout simplement, ce sont des êtres humains. Et c'est très difficile à rebours, une fois que tu as laissé une vie naître, un peu comme tu ne peux pas demander à une mère de juger son fils, même s'il a fait les choses les plus horribles. C'est compliqué pour un créateur de tout d'un coup instrumentaliser son personnage qui a pris le dessus, en fait, qui a pris vie, pour dire, mais en fait, ça reste le jouet de mon intention. Je crois que ce n'est pas possible, en fait. Mais vous savez, dans ce roman, Le Petit Rat, je suis resté quand même en dessous de l'extrême violence que peut avoir un enfant ou un adolescent. Parce que ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, là, ce gamin qui a poignardé sa professeure, je me dis, mais vraiment, j'ai du mal à comprendre ça. Dans mon roman, j'aurais vraiment pas pu aller jusque-là, surtout moi à l'époque où je l'ai écrit. Et même, j'ai pensé, je me dis, mais moi, quand j'étais
lycéen, c'était impensable d'agresser son professeur, absolument impensable, et de le tuer en plus, c'était impensable. Et pourtant, ça arrive. Donc, ça va encore au-delà de ce que j'ai écrit. Je suis en dessous de la violence actuelle des adolescents. Ouais. Moi, je repense à notre fait divers que vous avez peut-être vu aussi, d'une pauvre enfant de 11 ans qui est un peu déficiente mentalement et qui va d'une cité à une autre et qui descend du bus et elle a, par malheur, croisé la route de 2 adolescents de 14 ans qui l'ont emportée dans un appartement du 12e étage de la barre HLM où elle était arrivée. Et il y a une vingtaine de gamins qui lui sont tombés dessus. Elle avait 11 ans. Et il faut être très doux. C'est peut-être un peu violent ce que je raconte, mais quelle que soit l'horreur de ce qui se passe, ça reste des êtres humains qui sont pris au piège d'une violence dont ils sont eux-mêmes les victimes. C'est une chose que m'a appris Dimitri, en fait. Quand vous assistez à un procès d'assises, il n'y a que des victimes, en fait. Que vous soyez sur le banc des accusés ou le banc des victimes. Il n'a jamais eu le sentiment de quelqu'un qui échappait à la douleur, en fait. Et les livres de Mathieu, donc moi j'ai eu la chance de tous les parcourir, il y a ça. Il y a cette conscience je dirais pas d'un déterminisme, mais je dis souvent pour le taquiner que c'est un écrivain anarchiste parce qu'il y a une conscience très forte des dangers de l'autorité, que ça soit une autorité familiale comme dans un roman en huis clos comme Le Petit Roi, ou une autorité étatique comme dans Attaquer la Terre et le Soleil ou d'autres romans. C'est des logiques de pouvoir et de domination qui permettent les pires choses. Voilà. Et la qualité de Mathieu, c'est et là je pense que je parle de ta matrice dont tu n'as pas conscience, mais c'est d'être comme une vigile par rapport à ça. C'est-à-dire de veiller à ne pas laisser trop de pouvoir au pouvoir. Parce que c'est là que naît la violence. C'est de là qu'on soit dans des moments démocratiques ou des moments dictatoriaux, quand il y a quelqu'un qui commence à incarner l'autorité, l'homme providentiel, c'est là où ça devient très dangereux. C'est aussi la violence qui sera projetée en tant qu'adulte de Mathieu qui inquiète aussi. C'est vrai elle peut être inquiétante, puisque cet enfant a 12 ans, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il a 12 ans. Certains lecteurs ont aussi été peut-être projetés dans un monde futur en se disant, si cet enfant fait déjà cela à 12 ans, qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi plus tard? Est-ce que ça vous a aussi... est-ce que vous avez pensé à plus loin? Alors, on sait qu'on ne peut pas en dire davantage sur la fin, mais même s'il y a une interrogation, mais est-ce que vous avez aussi pensé à plus tard? Est-ce que ce personnage-là, est-ce que vous l'avez potentiellement vu évoluer dans votre tête? Est-ce qu'il fallait une fin? Comment vous l'avez projeté? Ce personnage, je l'ai abandonné. Comme sa mère. Je n'ai jamais imaginé comment il pourrait être effectivement adulte. Mais à mon avis, il ira forcément vers une réconciliation. Mais je peux me tromper. Ok. Karine? Oui, bonjour à tous. Je voulais rebondir sur justement ce côté violence, mais notamment sur l'impact littéraire que ce roman a eu sur moi, au même titre que celui de Dimitri Rochon-Bory. Pardon, je suis hyper fatiguée, je suis désolée. La colline aux loups. Il y a une vraie poésie qui, moi, quand j'ai eu terminé le roman, en fait, il y a l'éblouissement à surpasser le reste. Et je trouve que de cet aspect-là, c'est un roman vraiment qui sort un petit peu de la norme, de ce qu'on peut lire en ce moment, et qui nous ramène à des vraies émotions littéraires, à quelque chose à de la poésie, alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans un recueil de poésie, on est quelque chose de brut, on est quelque chose de, justement, on est dans l'humanité, et moi, ça m'a fait un effet terrible d'éblouissement, en fait.
Mais je vous remercie infiniment parce que c'est quand même ce que je cherche à faire. C'est-à-dire, quelle que soit l'histoire, de tenir un style fort, voilà, un style littéraire, parce que tous mes romans, je les relis à haute voix et j'ai besoin de sentir ce souffle, cette poésie. Les mots, c'est pas par hasard quoi, qu'ils sont là. Ils doivent aider à sortir de soi par la lecture, à aller vers autre chose. Et ce que j'appelle la littérature. Parce que sinon si j'arrive pas à trouver c'est pareil, pour Le Petit Roi, si je n'avais pas trouvé un style, j'aurais jamais écrit le livre, bien évidemment. Et c'est l'essentiel pour moi, c'est la langue que je fais passer dans chaque page. Sinon, si un jour j'arrive plus à trouver cette langue-là, j'arrêterai d'écrire. Je ne veux pas devenir un professionnel de l'écriture, ça ne m'intéresse pas. Je veux absolument qu'il y ait un minimum d'éblouissement. Voilà. J'ai de l'ambition quand j'écris. Voilà. J'aime cet éblouissement que vous avez dû ressentir au-delà de l'histoire qu'on peut raconter. En fait. Oui, bien sûr. Ouais. Anne. Bonsoir. Ce que je veux dire rejoint un peu ce que vous venez de dire, mais j'ai quand même une question. Moi aussi, j'ai été éblouie par votre écriture et surtout par l'économie l'économie de mots qui quelquefois est tellement surprenante parce que, j'aurais pu en citer plein, mais par exemple, vous écrivez au début, page 15, « Ainsi 3 jours suffisent à dépouiller les arbres, tilleuls, châtaigniers, cerisiers montrent leurs os, et les forêts mises à nu regrettent leur légende enfouie, c'est l'hiver. » Est-ce que dans votre travail, vous dites que Mathieu vous parle et que finalement, enfin, vous entendez la voix de Mathieu et que finalement, vous la retranscrivez? Est-ce que pour moi, c'est des heures de travail, à mon avis, mais est-ce que c'est des heures de travail ou est-ce que, de même que Mathieu vous parle et que vous dites que ça vous vient assez facilement, est-ce que c'est la même chose, ce travail sur les mots, le peu de mots qui en disent tant et qui sont tellement évocateurs que moi, j'ai lu, relu, relu certains groupes de mots, phrases. Oui, ben... Alors, vous voulez effectivement que ce soit des phrases assez concises, très fortes, mais il ne fallait pas s'étaler. Mais non, si j'ai vraiment la voix, ça vient naturel. Il n'y a pas vraiment un travail. En fait, j'aurais écrit peu. Vous voyez, si j'ai écrit son roman en 3 mois, après je l'ai relu, bon, il y a des petites choses à changer, mais j'aurais écrit peu. Il n'y a pas vraiment un travail long comme ça sur la phrase, à tourner dans tous les sens. Non, ça doit venir. Si ça ne vient pas naturellement, pour moi, c'est que ça ne va pas. Je n'ai pas encore la voix, je n'ai pas encore le souffle poétique de cette voix. Qui peut être tout à fait différent d'un roman à l'autre. Hein, mais voilà. Je sais bien qu'on ne me croit pas toujours, mais sincèrement, c'est comme ça que je travaille. Quoi. Je ne suis pas là, et puis je fais ça avec plaisir en plus, parce que je ne me sens pas tourmenté. Non, ça vient assez joyeusement, en fait. Alors, j'écris une page, c'est tout. Je me prépare avant pendant au moins 3 ou 4 heures, hein, et j'écris une page, et quand j'écris cette page, je m'arrête. Même si je sens que ça vient me dire, j'arrête. Je me méfie des enthousiasmes délirants. Donc, voilà. Et je reprends le lendemain. Mais une fois que j'ai écrit le premier jet, c'est quand même le chapitre est là, quoi. La page est là. Voilà. Même si après, je vais enlever un verbe, en mettre un autre à la place. Donc, je traque les répétitions aussi, parce qu'on n'y échappe pas. Mais c'est tout. On vous envie, hein. Ah non, mais moi, je suis terrorisé à chaque fois parce que je me dis, comme je ne veux pas devenir un professionnel de l'écriture, donc je laisse venir et je me dis qu'un jour, peut-être, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus cette source-là et je serai obligé d'arrêter d'écrire. C'est vrai que c'est un peu miraculeux pour moi. Je me dis, oh là là, quand j'ai fini un roman, peut-être que j'en écrirai plus jamais parce que je ne veux pas travailler vraiment un roman. Je veux que ça vienne naturellement. Je reviens sur ce personnage-là parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que toute cette violence-là, elle est cachée au final. Elle est cachée au grand-père, elle est cachée à sa mère.
elle est totalement invisibilisée, cette violence-là. Personne ne s'aperçoit réellement de ce qu'il est en train de faire, il ne se confie à personne, tout reste impuni. Est-ce que c'est... Comme font tous les enfants, ils ne vont pas en violence, ils ne vont pas la dire à leurs parents. Hein. Non, bien sûr, mais il n'y a aucune limite en réalité. Et est-ce que le titre fait référence aussi à cet enfant roi? Est-ce qu'il y a dans cette notion, est-ce que derrière Matthieu, il y a cette notion d'enfant roi? C'est pas... Alors, oui, dans nos sociétés actuelles, effectivement, on a plutôt tendance à considérer les enfants comme des enfants rois, ce qui est, à mon avis, une erreur. En Italie, puisque je suis souvent en Italie, c'est pareil. Mais non, il y avait le sens du territoire, du royaume. Le petit roi, c'était le petit roi d'un royaume, d'une terre dont il devient le maître et où tout ce qui l'entoure doit lui obéir absolument, que ce soit la poule, l'oiseau ou ses copains d'école. Il s'est créé un royaume peut-être pas uniquement de violence, mais il s'est créé un territoire, mais il est bien obligé de toute façon, parce qu'abandonné comme ça à la campagne. Parce que si j'ai écrit quelques scènes assez violentes des parents, c'était pas tant pour montrer pour démontrer pourquoi Matthieu était violent, parce qu'il avait devant les yeux la violence de ses parents. C'était surtout pour expliquer pourquoi il était abandonné à son grand-père. Voilà. Pourquoi il se retrouvait à la campagne comme ça. Par rapport justement à ces passages que vous mettez en flashback tout au cœur du récit, qu'est-ce qui vous a... est-ce qu'il fallait une urgence? Vous disiez là justement que ce n'était pas pour justifier, mais finalement, parce que les dialogues entre ces deux parents qui se disputent, ils viennent sans aucune coupure dans le texte. Ils viennent justement au cœur du texte, comme s'ils venaient se mêler à la vie actuelle de Matthieu. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cet même long? Ils reviennent quand même forcément. Quand on montre comme ça de la violence à un enfant, forcément, ça l'impacte et ça va rester en lui et ressortir de temps en temps. Mais c'est pas ces scènes-là que je crois qui développent une certaine rage au quotidien. C'est le fait d'être abandonné, tout simplement. Je vais se retrouver à la campagne, alors que c'est un petit garçon de la ville, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Je crois que en fait, c'est pas tant la violence de ses parents que leur égoïsme qui le fait réagir. Maintenant que tu dis ça, je me rends compte que quand j'ai commencé à travailler sur les textes de présentation, la première sensation qui me venait par rapport à cet enfant, c'était pas le trauma de son abandon, c'était pas la violence qu'il exerçait, c'était la tension par rapport aux besoins d'amour. Il y a cette scène où sa mère vient le retrouver et il l'amène dans son refuge, dans la végétation, et là il s'effondre et il se met à sangloter et on comprend en fait qu'il est sous tension permanente. Voilà. C'est étonnant parce qu'on peut voir on pourrait en faire un salaud quand même, il y a des choses terribles qu'il commet, et tout d'un coup on voit la fragilité de la construction, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait d'horrible, il le fait avec une tension qui est celle du manque d'amour, qui est celle de ce sentiment d'abandon qui, pour moi, le rattache plus, par exemple, aux 400 coups à Sa Majesté des Mouches. L'enjeu pour lui, c'est pas de détruire l'autre, c'est de tenir. Il faut qu'il tienne son royaume, justement, alors qu'il est abandonné. Et par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il réclame ce personnage-là, il réclame tout au long du livre, quasiment, il réclame une tendresse, il réclame un amour de sa mère, il veut qu'elle revienne. Et ça aussi, c'est extrêmement poignant. Il y a des très belles scènes, justement, sur toute cette relation avec cette mère qui pourtant l'abandonne. Il me semble qu'on ne sait pas pourquoi elle l'abandonne d'ailleurs. Il me semble qu'il
un flou aussi sur cet abandon-là. Je sais pas si je suis passé à côté de ça, mais il me semble pas. J'ai eu l'impression qu'il y avait ce flou-là. Non, mais effectivement, on ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi elle a eu un enfant, peut-être, aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie encore de mener sa vie d'adulte. Et même si elle aime beaucoup son petit Mathieu, il est un obstacle à la vie qu'elle veut mener. Donc, elle ne se rend pas compte. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des enfants, qui s'imaginent que c'est obligatoire et qui après le regrettent, mais l'enfant, il est là. Donc le confie à son père, à son grand-père, pardon. Non, à son père, ça grand-père, oui, pardon, à son père. Mais il y a une espèce d'inconscience comme ça chez la mère, bien sûr, qui est évidemment responsable. Oui, et en même temps, je dirais qu'on ne la juge pas davantage que l'enfant, en fait. Non. C'est là, c'est comme ça. Enfin, je ne sens pas chez toi la volonté de condamner. Ah, mais moi, je ne juge pas les personnages que je fais. Non, on est d'accord qu'il n'y a aucune volonté de condamner ni de juger dans ce roman. Et c'est pour ça que j'étais surpris aussi de cette histoire de justification de la violence par le passé, parce que je ne l'ai pas ressenti. Je n'ai pas ressenti ce lien que certains lecteurs ont pu faire, mais je peux comprendre aussi peut-être que le fait d'avoir mis et d'avoir entremêlé ces disputes-là peuvent penser que c'est une justification, mais je ne l'ai pas ressenti ainsi. En tout cas, on n'a pas parlé encore de Papé, de ce grand-père, cette relation assez tendre. Et vous écrivez également « Je bute contre le mystère de cet homme qui voit ce que je ne sais pas voir, qui entend ce que je ne sais pas entendre. » C'est aussi cette approche-là de ce grand-père à la campagne qui est totalement étranger. Cette relation-là, elle est évidemment extrêmement tendre, elle est émouvante tout au long du récit, mais elle est aussi une sorte de... C'est son seul protecteur en réalité. C'est le seul moment où il se sent protégé peut-être de la société et du monde. Ah oui, mais c'est effectivement, il se raccroche à son grand-père. C'est pour ça qu'il va vivre aussi mal sa mort, parce qu'il la vit comme un autre abandon. Et puis, le grand-père représente un autre monde aussi, un monde de la campagne qui est en train de s'éteindre. Un monde de gens qui étaient très proches de la nature. Et je pense qu'il a un regard très tendre sur son petit-fils, ce grand-père. Mais en même temps, il est complètement dépassé lui aussi, parce qu'il se dit, mais je n'ai pas l'âge de m'occuper d'un enfant comme ça. Vous ne lui donnez pas tant que ça la voix au grand-père. Il n'y a pas beaucoup, justement, il est plus silencieux, il est plutôt taiseux, il le regarde de loin. Il est dépassé, je pense, par les événements. Il essaie de faire le mieux qu'il peut, mais c'est compliqué quand même. Hein. Quand on se retrouve avec un enfant comme ça, à s'occuper au quotidien, l'envoyer à l'école et s'occuper un peu de ses devoirs. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, je pense que le grand-père serait ainsi, comme si vous parliez d'un autre livre. C'est intéressant de voir que vous n'affirmez pas les choses, mais vous pensez que les personnages sont ainsi. Ah ben oui, parce que moi, le livre, il est complètement en dehors de moi. Comme je le disais au début, c'est une autre personne qui l'a écrit. Hein. Donc voilà. C'est vrai, on ne peut pas imaginer, mais enfin, quand on écrit un livre, c'est un moment très fort, mais une fois que le livre est fini, ça devient un moment qui nous est totalement étranger. Je suis incapable de dire exactement comment j'ai fait, comment a été mon quotidien chaque jour, comment j'ai été travaillé par ces personnages, le grand-père, la mère, l'enfant. Et ça me vient comme ça. Et justement, sur cette adolescence, c'est un peu l'âge de tous les péchés, on va dire, parfois volontaires, parfois involontaires. Et là, en l'occurrence, il n'y a jamais de doute sur la notion d'intention, sur la notion de volonté de blesser ce qui l'entoure.
il se pose rarement la question de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'ai envie de faire cette chose-là. Il le fait de manière très instinctive. J'ai trouvé en tout cas qu'il le faisait de manière instinctive et de manière très volontaire. Est-ce que vous aviez justement à l'idée cette question-là de la notion de l'intention? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je lui donnais vie et il faisait ce qu'il voulait, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intention derrière. Comme je vous dis, quand je démarrais une page un jour, je ne savais pas du tout ce qu'il allait dire et ce qu'il allait faire. C'est l'écriture qui m'a entraîné vers des univers que je ne maîtrisais pas du tout et que je ne voulais pas maîtriser d'ailleurs. Et donc, ce rapport... les intentions de cet enfant, j'en sais rien du tout en fait. Il est totalement détaché de vous, oui. Oui. Ah mais moi, il était... Enfin, pour qu'il soit crédible, il fallait qu'il soit détaché de moi. Voilà. Si j'ai un regard sur lui, ça ne marche pas. Si je commence et je le sens un peu quand ça vient comme ça, j'arrête d'écrire. Et il a aussi, puisque vous écrivez par rapport à ce grand-père, je préfère qu'il ne parle pas, je comprends mieux ce qu'il veut me dire. À mon âge, je suis déjà saoulé de la parole d'adulte. Il y a aussi elle est intéressante cette phrase parce que, sincèrement, moi aussi, je l'ai déjà ressenti. Mais cette parole d'adulte-là, cette absence de lien entre le monde adolescent, le monde enfant et le monde adulte, ce lien-là si difficile à franchir, ça, c'est quelque chose dont j'ai du mal à imaginer que ça ne vous corresponde pas non plus. C'est peut-être une des phrases qui vous est la plus personnelle du livre, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse écrire cette phrase sans l'avoir pensée aussi en tant qu'individu. Mais je suis quasiment certain que je ne l'ai pas pensé en étant enfant, parce que j'étais un garçon naïf, qui voyait tout en rose. Il ne comprenait pas très bien le monde, en fait quand j'avais tout ça. J'aurais été incapable d'avoir cette pensée-là. Voilà. Pour moi, quand même, l'adulte, et mes parents, c'était quelque chose de sacré. Vous voyez, et je ne cachais pas du tout à mes parents ce que je faisais au quotidien, quoi. Non, c'est vraiment une phrase qui m'est venue comme ça, mais ce n'est pas une phrase que j'ai que pensée dans mon enfance. Ça, je suis sûr que oui. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de plan, il n'y avait pas forcément d'intention, mais quand même, la littérature, elle a un but, elle a en tout cas une volonté. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de littérature? Qu'est-ce que vous avez envie aussi de créer avec votre plume? Qu'est-ce que vous avez envie de créer et de montrer aussi sur papier? Qu'est-ce qu'il y a derrière la pensée de Mathieu Bellesi, l'écrivain? Un style. Avant toute chose, qu'on a perdu en grande partie maintenant. Mais parce qu'après tout, on est nombreux à pouvoir raconter des histoires, mais de les raconter avec un style, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de ça. Moi c'est avant tout, je vous dis encore une fois, je n'aurais pas trouvé le style adéquat pour écrire Le Petit Roi, je ne l'aurais pas écrit. Moi, je veux absolument démontrer qu'un style peut nous sortir de l'écran de l'ordinateur ou de l'écran du téléphone portable pour aller vers un ailleurs. C'est le pouvoir de la littérature. Mais moi, je n'ai pas envie, par exemple, de lire un livre s'il est écrit dans un style que je vais retrouver dans un magazine ou dans un journal. Vous voyez. Justement, si je peux intervenir, je pense qu'il faut faire attention sur la manière dont Mathieu emploie le mot style. Ce n'est pas du tout un styliste, dans le sens où il est préoccupé de la belle écriture. C'est un souffle. Il est préoccupé de... Je dirais presque que il y a une phrase de Desforêts au début de ce texte. Il y a quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de la consolation, c'est-à-dire comment la langue, les sujets de Mathieu, que ce soit la maltraitance familiale ou la colonisation algérienne, pourraient être traités effectivement par la presse, que ce soit le Nouveau Détective ou la revue Historia.
Ce qui fait la différence avec les textes de Matthieu, c'est que tout d'un coup, la langue, le style, sans réenchanter le réel, sans le travestir, ramène de l'humanité et ramène de la beauté aussi. Moi, j'étais très sensible tout à l'heure, la personne qui a évoqué la beauté des descriptions. Dans tous les textes de Matthieu, il y a une qualité de regard qui provoque une forme de consolation. C'est-à-dire qu'il amoindrit pas la violence du monde, il la rend pas niaise, la réalité. Mais par contre, tout d'un coup, même le personnage le plus sordide peut avoir une beauté, même les terres d'Algérie baignées de sang gardent une beauté. Et ça, vous ne pouvez pas l'atteindre autrement que par la langue. C'est-à-dire la qualité de cette écriture qui, tout d'un coup, et je suis d'accord avec vous, hein, c'est révoltant qu'ils vous disent qu'il écrit le texte en 3 mois, mais en fait, ce n'est pas le temps d'écriture qui compte, c'est le temps d'attention. C'est-à-dire que là où il faut 3 mois pour écrire, il faut des décennies de regard et de choses qui tournent à l'intérieur. Et c'est ça que permet le style, c'est qu'il y a tout d'un coup un moment où la phrase devient limpide et incontestable. Je peux raconter l'anecdote de la page 142 ou 143 ? Donc souvent, c'est moi qui monte les maquettes des textes parce que j'aime bien que ça tombe bien, que ça soit beau et tout ça. Et on avait un problème sur cette maquette-là, c'est-à-dire que tout tombait très bien, les paragraphes terminaient en bas de la page ou commençaient en haut. Et il y avait la page 143 de mémoire où il y avait une phrase qui terminait mal, c'est-à-dire que la dernière phrase du dernier paragraphe de cette page était rejetée sur la page suivante. Et impossible de le faire. Et donc, on s'entendait déjà plutôt pas trop mal, donc je me suis dit, allez, je tente le coup, et je dis au grand écrivain, il est super votre texte, mais est-ce que là, vous pourriez me supprimer un mot, monsieur, parce que ça va pas du tout, il faudrait que je remonte d'un... Et je l'ai dit un peu sur le ton blagueur, parce que je me dis, ça va, on va supprimer un mot, c'est pas la fin du monde. Et Mathieu, vachement embêté au téléphone, me dit, ah, bon, il faut que je réfléchisse, parce qu'en fait, quand j'envoie un texte à un éditeur, c'est que je l'ai déjà lu 2 fois à voix haute, et que tous les mots sont à leur place. Et je crois que tu as mis une demi-journée pour me supprimer un « et ». Il a réfléchi, il a remouliné le texte dans sa tête pendant je l'ai relu 2-3 heures, jusqu'à pouvoir enlever un « et puis », je crois. C'était ça que tu as pu enlever. Voilà. C'est quand même ce niveau-là de langue. Et ce n'est pas du tout le souci de dire « Ah, je vais écrire comme Marcel Proust ou comme du Choderlos-Laclos ». Ce n'est pas ça le style chez Matthieu, c'est juste la réconciliation avec un réel. Très bien. Avant de passer la parole à Agnès, on fait une petite photo de groupe, comme toujours. C'est le moment. Voilà, magnifique, tous ces beaux livres. 3, 2, 1. C'est bon, merci. Agnès, c'est à toi. Désolé de t'avoir fait attendre. Je n'avais pas vu ta main. Je crois que Sandra voulait poser une question avant moi. Mais elle s'est désistée, je crois. Bon. J'ai dû la poser à sa place, malheureusement. D'accord. Comme d'habitude, j'ai 2 questions. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est vraiment, on est vraiment très heureux de vous avoir. Moi, j'avais plutôt qu'une question, une réflexion sur les origines de la violence. On a vu lors du débat, lors des échanges précédents, que certains lecteurs avaient ressenti que le fait de raconter les violences dans la famille avant l'abandon de Matthieu pouvait être vu comme une manière de lui donner des excuses. Moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai plutôt ressenti que la violence de ce garçon était une manière de poser des questions sur quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'était une manière de ressasser des questions sans fin sur pourquoi, en fait. Pourquoi je suis là, pourquoi je suis chez mon grand-père, pourquoi mes parents ne veulent plus de moi. Et je trouve que, comme vous avez parlé de style, l'économie des mots et le fait justement de ne pas rentrer dans une voie intérieure trop explicative, je l'ai trouvé vraiment très juste par rapport justement à cette diversité de lecture de la part de vos lecteurs. Vous laissez votre lecteur vraiment libre de construire, de reconstruire a posteriori, longtemps après la lecture, parce que c'est un texte qui résonne, le pourquoi du comment. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très puissant.
Je n'attendais pas de réponse, mais je me suis fait la réflexion par rapport à ces violences et à cet abandon, qu'on parlait surtout de l'abandon par la mère. Et ça m'a un peu embêtée, ça c'est mon côté féministe, voilà, c'était le 8 mars, voilà. J'ai souvent l'impression, dans la littérature comme ailleurs, que quand un enfant va mal, quand il se comporte mal, c'est la faute de la mère. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Et j'étais un petit peu déçue de retrouver la même chose, alors que par ailleurs, le texte m'est complètement mise par terre et m'a complètement conquise. Et puis j'ai une autre petite question après, si on a encore du temps. Oui. Non, c'est venu comme ça. Hein. Moi, ça aurait pu être le père. Si le père lui avait rendu visite, ça aurait été le père. Ça aurait été pareil. Mathieu, il en veut globalement à ses parents, à son père, à sa mère et à son père, bien évidemment, de l'avoir abandonné. Il veut qu'il meure, d'ailleurs, tous les deux. Ça se passe quand même, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça se passe dans les années 60. Il y a Bahamon Test, le Tour de France, je ne sais pas. Il y a les premiers, fin des années 50. Il y a un premier clin d'œil à la guerre d'Algérie, quand même. Oui. Donc, ça va être plutôt à la fin des années 50, genre 55 et 60. À l'époque, c'était. Enfin, les enfants avaient encore leurs parents, quoi. Le fait de ne pas avoir son père, c'est terrible. Et effectivement, il faut bien qu'il s'exprime d'une certaine façon par rapport aux autres, à ses petits copains d'école. Et voilà, il trouve une espèce d'autorité et de violence. Mais je pense qu'il souffre. Il ne le dit pas trop, mais peut-être plus encore effectivement de l'absence de son père que de sa mère. Parce qu'à l'époque, ne pas avoir son père, c'était terrible. C'est vrai qu'il ne parle pas de son père, il parle très peu de son père. Et par contre, il veut que ses deux parents meurent constamment. Oui, Très contradictoire parfois justement dans cette tendresse envers cette mère et en même temps le fait qu'il a envie que les deux meurent. Oui, c'est par bravade qu'il fait ça sans doute. Je ne sais pas s'il voudrait vraiment ça. Parce qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant ce qu'il raconte. Hein. Là, il dit ce qu'il veut, mais... Nous, des lecteurs, on s'attache à chaque mot. Hein, chaque mot. On imagine. On imagine en tout cas. C'est vrai, c'est lui qui parle. Hein. Il peut mentir aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Tu avais une deuxième question, Agnès, je crois. Oui, elle est très très brève. Donc c'est un texte de 1998. On en parle ce soir comme si vous veniez de l'écrire. Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour vous de revenir plonger au cœur de ce texte et en parler en détail, alors que depuis vous avez écrit beaucoup d'autres choses et si j'ai bien compris, vous avez un projet en cours en ce moment même. Que j'ai terminé. Mais non, mais au contraire, c'est un plaisir. Hein, vous ne vous rendez pas compte. Un écrivain qui voit un texte d'il y a 20 ans ressortir en librairie. Oui, mais on ressent une proximité avec ce texte, comme si vous veniez juste de le mettre au monde, comme si c'était encore tout frais, en fait. Vous ressentez ça? Moi, je ressens ça, oui. Je ne sais pas si je suis la seule, mais... Ça, hein. Mais c'est... Une seconde vie. Ça fait partie de ce que j'appelle mon œuvre. Quoi. Je peux renier aucun des romans et ils participent tous du même engagement. Voilà. Et donc, je suis aussi proche du Petit Roi que du Pas suspendu ou que de Attaquer la Terre et le Soleil. Voilà. Je sais que tous ces textes-là ont un véritable engagement que je peux encore défendre aujourd'hui sans aucun problème. Merci beaucoup. Réécrire, je ne sais pas. Je suis sûr que non, d'ailleurs. Si je réécrivais Le Petit Roi, ça serait un autre livre, parce que c'est impossible. Et c'est ça, c'est terrible, parce que quand j'ai décidé d'écrire, par exemple, un matin, et que pour une raison X ou Y, je ne peux pas écrire la journée, et donc je n'écrirai que la journée suivante, je me dis, si j'avais écrit la journée où j'avais décidé d'écrire et que j'ai eu un empêchement, qu'est-ce que j'aurais écrit? Parce que je sais que la journée suivante, ça ne sera pas la même chose. C'est terrible hein, de penser ça. Mais bon, la façon dont je travaille, c'est comme ça. Des
des choses qui peuvent lancer la machine? Pas vraiment, hein. Moi, je suis un garçon patient, j'attends, je tourne autour de ma table, comme ça. Je prends un livre, je lis une page, et puis j'attends que ça vienne. Mais je sais que le mardi, ça viendra différemment du mercredi, et ainsi de suite. Donc, si je saute le mardi, mais il faut accepter ça. Il faut accepter ce hasard. Voilà. Chaque page est écrite par hasard. Si je puis dire. Vous allez rendre dingue les écrivains en herbe. Non, mais c'est difficile d'accepter ça, mais il faut l'accepter en même temps. Bien sûr qu'il faut l'accepter. Donc voilà, on n'est pas on n'est jamais dans la même disposition d'un jour sur l'autre, jamais. Donc voilà, si on se met à écrire le mercredi, ça ne sera pas pareil que le mardi. Même si on doit écrire la même page, la même suite. Ce n'est pas une science exacte, c'est évident. On a vu le regard de Frédéric quand Mathieu, en effet, a parlé de son prochain roman terminé. On a vu le regard très joyeux. Je ne sais pas si tu l'as lu. Et on a vu qu'il n'avait pas lu. On a senti. Personne ne le lit avant, même ma compagne, personne ne le lit. Parce que si quelqu'un me donne un avis, ça va tout. Tant pis si je me trompe, bon, si je dois en reprendre, mais c'est pas possible. Personne ne peut intervenir au moment de l'écriture. Pas d'interférence sur la ligne. Non, pas du tout. J'aimerais que vous nous lisiez un petit extrait, Mathieu. Oui. Eh bien, c'est parti, c'est à vous. Où sont tes parents? Ils sont morts, mon père. Je l'affirme avec rage. Le père Tron plante ses yeux fureteurs dans les miens, à son cou pend le Jésus crucifié. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est derrière son bureau, assis sur une chaise à la paille effritée. On dirait que ses mains se retiennent de cogner, tant elles sont rouges, gonflées de veines combinatoires. Debout dans ma blouse grise, au milieu de cette pièce redoutée qui sent la confession honteuse et le livre de messe, je fais front sans plier l'échine. Je veux dire qu'ils ont eu un accident de voiture, mon père, et qu'ils en sont morts. Je fixe quelque chose à la base de son front, un point de partage où commence la brosse sévère de ses cheveux blonds. De cette façon, il ne peut rien m'arriver. Au-delà du silence que le père Tron prolonge par calcul, j'entends le chahut de la récréation, les battements inquisiteurs d'une horloge qui fausse le rythme de mon sang endiablé. Mais je tiens bon. Il se lève, contourne le bureau, les pans de sa soutane font voler la poussière prise aux mailles d'un ray de soleil. Il se plante devant la fenêtre, contemple le ciel et fait comme si je n'existais pas. Il a joint les mains, on dirait qu'il prie. Puis il pivote sur ses talons. Es-tu bien sûr de dire la vérité? Je la dis, mon père. Je regarde toujours droit devant moi et ce que je vois, à présent que le père Tron s'est levé, ressemble à l'Apocalypse. Flots déchaînés, cieux en bataille, faune au supplice. C'est, dans un cadre de bois doré, une gravure ancienne que je parcours dans le détail. En veut-il? À ma désinvolture, d'un coup, il bondit sur moi. Jure sur la croix que tu ne mens pas. Il prend le Jésus crucifié qui lui bat la poitrine, le dresse devant moi comme une relique sacrée. Pose la main dessus et dit, je le jure. Sa bouche, trop proche de mon visage, ne peut cacher l'écume qui blanchit les commissures. Pose la main dessus. Ma paume effleure le maigre corps du Christ. Je le jure. Je préfère être châtié que moqué. Je défends un territoire que rien ni personne ne peut entamer. En blouse grise d'écolier, je cours jusqu'aux toilettes, n'ai le temps que de baisser mon pantalon avant d'être emporté par une colique qui me laisse le ventre creux comme vidé de sa substance. Je passe l'après-midi à genoux sur les dalles de la chapelle,
et le lendemain tout entier. Je ne sens plus mes jambes et quand je me redresse, je dois me tenir aux chaises pour ne pas tomber. Je rentre en classe en boitillant, croise et affronte le regard de tous, mais à aucun ne vient l'envie de rire. Je m'assois à la table du fond et attends la sonnerie. Sur l'estrade, un maître termine l'énoncé d'une règle mathématique. À la sortie, Parot est là. J'enfourche mon vélo, passe devant lui. Suis-moi. J'ai du mal à pédaler. Mes cuisses, mes genoux et mes mollets sont douloureux, mais je ne montre pas ma douleur. La tête dans le guidon, je file entre les champs de blé vert, heureux de ne pas m'être soumis au père Cron. Merci Mathieu. Et quand on vous entend, en effet, on comprend pourquoi vous lisez vos textes à haute voix. Ça s'entend et ça se comprend totalement dans la façon dont vous les lisez. Et il y avait une question de Catherine qui parlait de théâtre. Alors j'ai eu l'exclusivité juste avant, puisque apparemment le théâtre va intervenir dans votre vie. Justement sur ce côté théâtral, vous avez apparemment écrit une pièce, de ce que j'ai cru comprendre. Comment le théâtre va intervenir? Est-ce que ça va être quelque chose, un nouvel... je pense que c'est apparemment nouveau pour vous, je ne suis pas sûr, mais peut-être que vous le faisiez déjà en amont, je ne sais pas. Mais comment va intervenir le théâtre dans votre champ littéraire ou dans votre œuvre? Bon, je pense très simplement parce que beaucoup de gens m'ont dit que j'avais une écriture théâtrale, mais j'en suis bien conscient parce que effectivement, ce souffle, cette musique, ce rythme-là, effectivement, c'est forcément théâtral. Et je me souviens, parce qu'il y avait Charles Berling qui avait lu déjà Les Vieux Fous à Marseille et au Théâtre de l'Odéon à Paris. Et il m'avait dit, mais avec toi, il n'y a rien à changer, j'ai pas de mots à enlever, les phrases ne sont pas bancales, je n'ai qu'à lire et ça coule tout seul. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs hier à Beaubourg, où il a lu quelques chapitres de Attaquer la Terre et le Soleil. Ça fonctionne très bien. Donc moi, je suis très content que le théâtre prenne conscience du travail que je fais et des possibilités. Peut-être pas pour tous les romans, mais en tout cas pour certains, d'adaptation théâtrale assez facile. Il suffit de couper dedans parce que c'est toujours trop long. Et il va y avoir une adaptation de Un faux pas dans la vie d'Emma Picard, qui devrait d'ailleurs jouer au Déchargeur au mois de novembre de cette année. Donc ils ont coupé plus de la moitié du roman, bien évidemment, mais je leur ai laissé la totale liberté de couper dans ce qu'ils voulaient, pourvu que ceux qui gardent, ça soit exactement mon texte. Et ça, ils étaient très conscients de ça et ils ont été très respectueux de mon écriture. La moitié? Ah, mais c'est pas moi qui coupe. Non, mais on peut toujours couper, on peut couper des chapitres, enfin, on peut couper des paragraphes, mais pas couper au milieu d'une phrase, quoi. Voilà. Ou pas arranger une phrase, parce que souvent, quand même, il y a des metteurs en scène qui, même pour des auteurs prestigieux comme Corneille ou Shakespeare, qui réarrangent un peu quand même. Moi, j'ai demandé à ce qu'on respecte très exactement ce qui sera dit par la comédienne. Quoi. Qu'on respecte ma phrase et ma musicalité et mon rythme. Et alors, je n'ai pas encore vu le travail, mais je crois qu'ils doivent jouer aussi à Avignon cet été. Et peut-être qu'il va y avoir une autre pièce, sûrement. C'était Notre Terre, qui devrait être montée au théâtre, mais alors avec là 5 ou 6 personnages, un spectacle plus ambitieux. Moi, je suis très content parce que vraiment, je pense que c'est au théâtre qu'on entend le mieux mon travail. C'est ce qu'a fait Charles Berling hier. Dans sa liste, ce n'était qu'une lecture, hein, mais c'est extraordinaire. Vraiment. Et des gens qui avaient lu le roman me disaient, ah, mais finalement, avec la lecture d'un comédien, on a une autre perspective, on comprend le texte différemment. Et moi, j'ai besoin de cette oralité. J'aime beaucoup quand j'entends
mon texte, même si je me dis, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas possible, et je ne serais plus jamais capable d'écrire comme ça. Voilà. Mais bon, ça remue quand même, ça remet en question. Oui, bonsoir Mathieu et bonsoir Frédéric. Je voulais, sans qu'on la dévoile, parler de la fin du livre, et je dirais presque des deux fins, y compris dans la façon dont c'est mis en page, avec donc la fin du texte qui s'arrête sur quelque chose d'extrêmement fort et qui pouvait suffire, ou pas, mais enfin, en l'occurrence pas, puisque en tournant la page, effectivement, on retrouve une autre phrase qui, au contraire, alors qu'on avait une fin très, très, très abrupte, très, 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 très carrée, cette autre phrase relance tout. Est-ce que c'était de votre part y compris, je le redis, dans sa mise en page, est-ce que c'était de votre part une volonté de relancer le lecteur dans ses questionnements, dans la remise un peu en question de ce qu'il avait lu, ou une piste à ouvrir? Comment vous avez pu mettre ces deux toutes petites phrases aussi différentes à la fin, et de quoi ça participait? Jean-Marc, c'est quand même très bien posé sans rien dévoiler, hein. C'est très fort. Merci. Oui, mais je voulais pas demeurer comme ça dans les expectatives. Mais ces phrases-là me paraissaient importantes parce que même si à la toute fin il dit mais ne vaut-il pas mieux que je me pende, en fait on sait qu'il ne se pendra pas. Parce que justement parce qu'il y a ces trois ou quatre phrases-là, C'est pas moi qui l'ai dit. Une porte de sortie quand même, voilà, positive. Voilà. Et moi je pense, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un caractère, voilà, qui a quand même une force en lui. Il a bien été obligé Et avec cette force-là, je pense qu'il s'en sortira dans le monde adulte, sans passer par la violence, bien évidemment. Sans passer, il n'en aura plus besoin. Mais après, en fait, je faisais aussi allusion à l'autre phrase qui arrive après, en fait, ou alors elle était peut-être que dans nos épreuves, mais qui dit instinctivement, mes mains se font tendre et je ne peux éviter les larmes qu'en basculant dans la cruauté. Donc, on a presque une deuxième fin qui arrive après. Il est dans le texte aussi. Je crois que c'est une citation du texte, il me semble. Excusez-moi, oui, d'épreuve où elle revient, en fait. En fait, ça nous arrive assez souvent dans les achevés d'imprimer, ce qu'on appelle la dernière page avec les justificatifs d'impression, de reprendre en écho une phrase du texte. Et donc, vous avez une version un peu collector parce que c'était une version qu'on vous a envoyée spécifiquement. Pour l'édition définitive, on a changé la phrase et ça reste une citation du livre, en fait. Voilà. Alors, je comprends mieux. OK. Non, c'était en fait cette phrase est déjà écrite dans le texte à un moment du livre. Oui, mais je croyais qu'elle avait été remise exprès à ce moment-là pour compléter la fin et ne pas rester sur la vraie dernière phrase. Bon, donc je comprends mieux. Est-ce que vous nous feriez un plaisir de nous lire un second extrait, Mathieu? et je peux essayer. Allez, hop, je refais ça. Et après, on parlera de la nature aussi, qui a un rôle plutôt important dans le texte, de cet émerveillement, justement, cet émerveillement aussi de cette situation géographique dont on ne sait pas grand-chose non plus. Et on parlera peut-être aussi de ça juste après, si c'était important pour vous ou non. Provence, hein, mais l'environnement de mes personnages est toujours très, très important. J'ai besoin de décrire toujours les odeurs, les couleurs, les lumières. Non, papa, non, papa. Ma mère entrait en poussant la porte du pied. Elle tenait encore le poste dans ses mains. J'écouterai la radio, je te jure que j'écouterai cette putain de radio, que tu le veuilles ou non. Elle était trempée, ses cheveux collés à son visage, lui donnaient une allure de sorcière. Elle jetait un œil au miroir avant de remettre le poste sur le guéridon, là où était sa place, entre le buffet et la plante en pot qui me dominait d'un bon maître. Je te jure que j'écouterai cette putain de radio. Elle le branchait sur la prise multiple où venaient aboutir les rallonges électriques de 2 lampes
tournez le bouton jusqu'au volume maximum, cherchez une station, n'obtenez qu'un grésillement continu, amplifié par le haut-parleur et qui me terrifiait au point de me laisser croire que la maison entière était prise de convulsions. Non, papa. Il la regardait avec un air de triomphe, croisait les bras sur sa poitrine pendant que je me cramponnais à son pantalon et que je sentais frémir les muscles de ses cuisses. Non, papa. Ma mère pleurait de rage en tapant sur le poste détraqué. Il ne marche plus, il ne marche plus. Elle répétait la phrase de plus en plus fort et bientôt elle la hurlait à plein poumon, s'arrachant les cheveux et virant comme une toupie au milieu de la pièce. Espèce de salaud! Elle attrapait le cendrier en cuivre et le lançait à la tête de mon père qui esquivait le projectile mais ne pouvait éviter qu'il fracassât la vitre de la porte-fenêtre. Espèce de salaud! J'ai hurlé à mon tour. Dans le bruit du verre qui éclate et celui du vent qui profitait de la vitre cassée pour rentrer avec la pluie et le silence de ce dimanche, jour de repos. Non, papa, j'étais noyé de larmes. Ma bouche était aussi malheureuse que mes yeux parce qu'elle ne trouvait plus rien à dire. Les mots ont si peu d'effet. Non, papa. Il dénouait mes bras, se jetait sur elle, la frappait au visage. Papa! La tête de ma mère se déformait, douloureuse, à chacune des gifles, la bouche se tordait, les joues se creusaient de désespoir jusqu'au moment où tout son corps s'effondrait, gémissant, tuméfié. Maman, jusqu'au moment où tes pleurs devenaient l'unique plainte de ce jour de repos, quelque chose comme le résidu d'une violence que mes hurlements avaient fait taire. Maman, je m'allongeais à côté d'elle, approchais mon visage du sien, mêler mes gémissements à ceux qui sortaient de sa bouche fendue où je voyais avec effroi perler un filet de sang. J'aurais voulu que sa chair se console contre ma chair, que sa bouche s'oublie dans mon cou, mais elle m'ignorait. Recroquevillée, les mains nouées entre les cuisses, elle était comme un animal en train de mourir. Merci, merci pour ce choix également. Je reviens donc à cet émerveillement de la nature parce que évidemment on pense à Giono qui fait partie de vos influences littéraires, j'en suis persuadé. On pense à Marie-Hélène Lafon de manière plus contemporaine, aussi sur cette économie du mot, mais aussi sur cette notion de la campagne, cet émerveillement de la nature qui arrive aussi dans chacun de leurs livres. Mais vous avez des influences aussi plus, entre guillemets, rock'n'roll. J'ai cru voir Faulkner notamment, ou Golovanov, que je ne connaissais pas. Comment? Kerouac, Jacques Kerouac. Oui, aussi. Et justement, ces influences-là, est-ce qu'elles vous servent? Est-ce qu'elles vous façonnent en tant qu'écrivain aussi? Qu'est-ce que vous pouviez en dire? C'est vrai qu'on ressent beaucoup de Giono en vous. On a l'impression que vous êtes son héritier en réalité, mais qu'est-ce que vous avez à dire de ces influences littéraires? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Et si vous deviez en retenir peut-être une ou deux, est-ce que ce serait vraiment Kerouac et peut-être Giono? Ces influences littéraires m'ont beaucoup apporté. Hein. Bon, je veux dire, m'ont ouvert les portes de l'écriture, peut-être. Des gens comme Faulkner, par exemple. Mais aussi, ce dont on parle moins, la littérature sud-américaine. Du temps du réalisme magique, Garcia Marquez, Alejo Carpentier. Et Pessoa. Pessoa, moins. Mais vraiment les romanciers du réalisme magique sud-américain. Et puis évidemment, Giono, c'est vrai que j'aime beaucoup Giono, mais en fait, curieusement, l'écriture de Giono enfin, avant de commencer à écrire, j'ai toujours besoin de lire quelques pages d'un livre. Et c'est vrai que c'est jamais Giono que je prenais, c'était souvent Faulkner. Faulkner, il y a une espèce de démesure comme ça qui me plaît beaucoup. Moi, j'ai besoin pour rentrer dans ma littérature de la démesure d'autres auteurs. Voilà, et la démesure de Faulkner me plaît énormément, ou la démesure de certains écrivains sud-américains comme Alejo Carpentier, par exemple. Oui, en littérature française, assez peu d'influence, en fait. Moi, je suis plutôt
Peut-être parce que la littérature française est peu dans la démesure, tout simplement. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, sinon Céline, mais on ne peut pas se référer à Céline, sinon on fait du sous-Céline et ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, la littérature française, Sandra aussi, parce qu'on parle beaucoup de Blaise Sandra, il y avait une espèce de démesure. Mais c'est vrai que la littérature des 50 dernières années, effectivement, est une littérature qui me convient moins, quoi. Je suis bien plus inspiré en lisant quelques pages de Faulkner ou de Hemingway ou de Herman Melville. C'est ce qui vous caractérise, c'est ça? C'est la démesure littéraire? Je crois. Il faut qu'un livre vous dérange, il faut qu'un livre vous brutalise. Et j'ai besoin de... Je ne peux pas rester dans une moindre mesure comme ça, dans une espèce de convenance, quoi. J'ai besoin, même au risque de choquer, mais j'ai besoin d'aller au-delà. Voilà. Au-delà de ce que le lecteur attend de moi, en gros. Et ça me paraît essentiel, mais c'est ce qu'on demande à la littérature. Si c'est pour rester dans son univers, à la limite, ce n'est pas la peine de lire un livre. Enfin, moi, j'ai ces exigences-là, en tout cas. Sandra, c'est à toi. Oui. Bonsoir tout le monde et bonsoir Frédéric et Mathieu. En fait, j'ai deux questions, si tu permets, Anthony. La première, elle concerne le choix de la couverture, donc peut-être aussi une question en direction de Frédéric. Est-ce que Mathieu, vous avez participé au choix de la couverture, moi qui me renvoie à quelque chose de plutôt doux et peut-être à la lumière que renferme aussi cette couverture à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce qui a motivé votre choix? Est-ce que c'était justement cette lumière que vous vouliez surtout mettre en avant? Et est-ce que vous avez conjointement réfléchi à celle-ci? Non, mais c'était très bien parce que moi je suis toujours inquiet sur les illustrations de couverture et je me dis, oh là. Et là, c'est une proposition que m'a fait Frédéric. Et j'ai tout de suite trouvé très très bien et je me suis dit, allez, on parle là-dessus. Parce qu'il y avait eu des illustrations de couverture quand chez Phébus et au livre de poche aussi. Donc là, je me disais, qu'est-ce qu'on va mettre? Et c'était quelque chose de très différent, d'assez doux, qui dans les couleurs me plaisait bien. J'ai pas du tout discuté, proposé autre chose. Ça s'est passé très rapidement et très simplement. Comme pour attaquer la Terre et le Soleil, d'ailleurs. Attaquer la Terre et le Soleil, c'est pareil. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va mettre en couverture? Et très rapidement, il m'a envoyé ça. Dans quel sens ça va, quoi. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Je me disais, même comment il a fait pour trouver ça? Et il n'y a pas. J'étais très, très. Parce que c'est important quand même, l'illustration de couverture. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment essentiel, quoi, parce que ça doit rester et à la fois le livre et donner aussi au lecteur l'envie de le lire, parce que quand on voit sur une table 36 bouquins posés, voilà, pourquoi on va vers celui-là plutôt que vers un autre? Et ça donne une seconde vie aussi au livre, qui était très importante. Et le peintre, c'est Martine Zanolo, et peut-être que Frédéric va en parler aussi après. Si vous voulez, je remets du coup un peu plus au centre. Voilà. Non, les couvertures, c'est toujours un enjeu important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais de faire un livre joli. Il ne s'agit pas de... je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, il y a des éditeurs qui donnent des mots-clés à un graphiste. Là, par exemple, il aurait pu dire famille, drame, solitude. Et démerde-toi avec ça et tu trouves une jolie photo et tu fais une couverture spectaculaire. Et ça, c'est des couvertures qui tiennent pas à la route, en fait, très longtemps.
Et ça sent en plus. Je pense que on sent les couvertures qui sont juste là pour impressionner et qui ne sont pas tant reliées au texte. Donc, Martin Zanolo, c'est un peintre contemporain espagnol qui n'a jamais exposé en France, enfin, qui est complètement inconnu, mais régulièrement, je vais chercher des images sur le net, sur des sites d'art contemporain, et je me dis, tiens, ça, là, il y a quelque chose qui s'exprime, je la mets dans ma boîte à images, et à chaque fois qu'il y a un nouvel auteur qui arrive avec une nouvelle œuvre, je regarde dans ma boîte à images, et c'est pour ça que c'est allé assez vite quand même. Et avec Mathieu, l'enjeu, il était double. C'était d'abord, tu as un rapport à l'image qui est très fort, c'est-à-dire que tu parles des couvertures, mais tes romans sont sans arrêt, pour moi, c'est des romans de peintre, il y a quand même énormément de qualité picturale. Et en plus, on peut très facilement orienter la lecture d'un texte chez Mathieu dans des directions complètement différentes. Par exemple, Attaquer la terre et le soleil, vous mettez une image d'un soldat féroce ou au contraire d'une paysanne à bout de force et vous n'en renvoyez pas du tout la même idée. De la même manière, sur Le Petit Roi, vous mettez le regard d'un enfant triste ou vous mettez un paysage du Luberon, puisque ça se passe quand même dans la Provence des Terres, vous obtenez quelque chose de très différent. Et je voulais des images qui soient très chargées en encre, c'est-à-dire qu'il y ait une très grande densité et en même temps une très grande simplicité, comme l'écriture de Mathieu. Il y a quelque chose à la fois de très dense et en même temps de très fluide. Et cette image plus précisément d'une espèce de fleur de pavot qui est dans un équilibre à la fois simple et en même temps fragile. On sent que cette fleur, elle peut s'effondrer à tout moment. Je pensais que ça correspondait bien au livre. Voilà. Ça correspond en effet. Anne. Oui, pardon Mathieu, vous vouliez intervenir. L'avantage avec Frédéric, c'est que Frédéric a lu le livre en entier, l'a aimé, donc ça lui est plus facile et plus juste de trouver une couverture. C'est effectivement quand on donne à un graphiste 3 mots, et la plupart du temps il n'a pas lu le livre, on arrive souvent à des catastrophes. Parce que là, Frédéric a vraiment lu le livre, l'a aimé, l'a compris, et ça se passe en général assez rapidement. Attaquer la terre et le soleil, j'étais surpris qu'à peine 8 jours après, il avait l'illustration de couverture. Ouais. En fait, très concrètement, il faut expliquer comment ça se passe. Quand un graphiste doit faire 30 couvertures par mois, ce qui se passe à peu près dans les grandes maisons d'édition, ou allez, disons 15, il tape ces mots-clés qu'on lui a donnés sur des bases de données photographiques en général, et il voit les résultats du moteur de recherche, et il va prendre une belle image. Mais déjà, son regard et sa recherche est influencé par les mots-clés, donc il n'y a pas de possibilité c'est impossible à partir de mots-clés sur Le Petit Roi de tomber sur une image comme celle-ci, par exemple. Donc, ça permet de trouver des images qui sont complètement décalées et qu'en général, voilà, la plupart des images du catalogue du Tripod n'ont jamais été utilisées en édition parce qu'en fait, elles ne sont pas sur des bases de données, elles ne sont pas référencées et surtout, elles sont souvent inattendues. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Anne. Avant votre lecture, vous avez commencé à dire que ça se passait en Provence et que, je n'ai pas entendu la suite, pour moi, ça pouvait se passer qu'en Provence parce que la description que vous faites de la nature, c'est vraiment une nature qui est dans l'excès alors déjà de froid ou de chaud selon les saisons, l'excès au moment de la Saint-Jean, au moment où on tue le cochon, au moment où il y a toujours beaucoup de cigales, beaucoup d'araignées, les éléments comme ça sont très très présents. Et du coup, est-ce que pour vous, c'était évident que ça devait se passer en Provence? Ne nous dites pas que vous n'êtes jamais allé en Provence non plus, hein, Mathieu. Hein. Là, on ne vous croirait pas. J'ai vécu à Avignon un certain temps. Mais comme ça me paraissait, ça ne pouvait pas se passer ailleurs pour une raison toute simple, c'est que mes romans se situent toujours autour de la Méditerranée. J'ai créé une ville littéraire dont je reparle dans Le Pas suspendu de la révolte, qui s'appelle Saint-Gabriel. Donc, en fait, dans Le Petit Roi, Mathieu et sa mère quittent la ville, mais la ville, c'est Saint-Gabriel. Saint-Gabriel, c'est une sorte de Marseille mélangée à Toulon et à Nice, en gros. Voilà. Et donc, soit on est dans la ville, soit on est dans l'arrière-pays. Et l'arrière-pays de Saint-Gabriel, c'est la Provence, effectivement. Ça ne peut pas être la Bretagne.
Non. Désolé pour les Bretons, mais c'est un mot. Sandra, c'est à toi. Oui, c'était ma deuxième question. Alors, je vais revenir, je suis désolée pour tout le monde, à un sujet que vous avez plutôt abordé au départ, ces voix qui vous parlent et qui vous dictent en fait votre histoire, et notamment la voix de Mathieu. En fait, je voulais revenir au personnage du grand-père, qui est un peu je sais pas, enfin pour moi en tout cas, le grand-père idéal, celui qu'on aimerait tous avoir. Et est-ce que par rapport à cette voix, est-ce que vous dit Mathieu, parce que ça m'interpelle à cette histoire de voix, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que en fait que Mathieu lui-même crée ce personnage du grand-père qui est idéal pour lui, pour justement lui permettre de trouver une forme de paix, en tout cas une forme d'équilibre et de douceur dont il a besoin? Est-ce que c'est lui le créateur de ce personnage aussi, ou est-ce que c'est une autre voix? Est-ce que les voix sont indépendantes les unes des autres, ou est-ce qu'elles sont liées? Et notamment, est-ce que Mathieu, finalement, crée tous ces personnages, pardon. Je ne sais pas. C'est ça aussi. C'est intéressant comme question. Mais alors, pour tout vous dire, j'ai connu un grand-père un peu comme ça en Provence, du temps que j'étais en Provence. Et je pense que je me suis un peu inspiré de cet homme qui avait à l'époque 80 ans, effectivement, avec lequel je m'étais promené dans ses jardins, qui avait toujours vécu dans sa ferme. Il avait une espèce de sagesse un peu bourrue, qui était un peu taiseux. Non, c'est pas Mathieu qui le crée, ça, c'est moi. Curieusement, ce personnage du grand-père. Il m'est resté cette image de cet homme que je n'ai plus revu, mais je pense que je m'en suis servi quand même pour donner de la crédibilité à ce vieil homme. Inconsciemment, peut-être. Un peu consciemment quand même. Mais effectivement, ça aurait pu être Mathieu qui s'est... Parce qu'après tout, le grand-père, on le voit à travers les yeux de Mathieu. Hein, à travers... Donc, effectivement, il n'était pas vraiment comme ça, le grand-père. Hein. Et sa mère n'est peut-être pas vraiment comme ça non plus. Est-ce que c'est la vie qu'il mène dans la terre, ou est-ce que c'est une vie un peu travestie, un peu arrangée, inventée? C'est ça qui est bien, c'est que on laisse beaucoup de portes ouvertes avec la manière dont je travaille. Il y a de la maîtrise sur rien, en fait. Sauf sur le style. On voit perplexe. Mais bon. Sauf sur le style. Là, il y a la maîtrise. J'aimerais que vous nous parliez tous les deux de ce qui va arriver. Alors, Le Petit Roi est sorti hier, donc évidemment, on va lui laisser sa deuxième vie, bien sûr. Mais évidemment, après ces belles promesses des deux romans au tripode, on a envie d'en savoir plus sur ce qui va venir. Frédéric nous avait dit que toute l'œuvre de Mathieu Bellesi serait publiée au tripode. Il me semble que c'est bien toute l'œuvre, l'intégrale. Sans certitude, mais tu me confirmeras. Mais quel sera le prochain, et est-ce que ce sera l'inédit dont Mathieu a terminé justement, encore un petit regard de Frédéric D'abord, c'est toujours gênant de parler de l'intégralité d'une œuvre quand l'auteur est encore vivant. Voilà, on va essayer, mais ça se trouve, je vais mourir avant lui. Hein, donc, plus sérieusement, on va basculer l'année prochaine sur un autre cycle qu'on appelle justement Le Pas suspendu de la révolte. Donc, il y aura une nouvelle édition du roman qui était paru chez Flammarion, qui va reprendre que quelques-unes des voix qui étaient dans la première édition. Et on va retrouver notamment un des personnages de ce roman-là dans un inédit qui sortira à l'automne. Donc, janvier, on publie la nouvelle édition du premier roman de ce cycle, et en septembre, on publie l'inédit. En 2025, on publie un autre cycle qui s'appelle Les Vieux Fous. Donc là aussi, c'était une œuvre qui avait été publiée chez Flammarion et qui va se réorchestrer sur 2 romans, un en janvier, un en septembre. Et à partir de 2026, on va continuer à publier les œuvres qui sont plus disponibles.
et notamment C'était notre terre, par exemple. Des inédits s'ils arrivent à ce moment-là. Je n'ai aucune maîtrise sur ce que fait Mathieu, donc on va alterner ensuite inédits et réédition des œuvres. L'important, en fait, en 2024, c'est qu'on puisse, après les deux formes brèves que vous avez connues, donc Attaquer la Terre et le Soleil, et C'était notre... et Le Petit Roi, pardon, aller vers des romans contemporains d'une autre ampleur, voilà, des romans de 300, 400 pages, revenir sur un cycle algérien en 2025, mais là, le plus punk ou le plus faulknerien, je pense. Alors, moi, je dis que c'est les romans Apocalypse Now, c'est-à-dire que c'est effectivement sur des narrations et des univers littéraires qui n'ont rien à voir avec la littérature française contemporaine. Il y a une ampleur, il y a un souffle, il y a une démesure. En t'écoutant parler tout à l'heure, je pensais à un mot dont j'ai appris l'origine et qui me plaît beaucoup du coup, c'est le mot délire. Est-ce que vous savez d'où vient le mot délire? En fait, c'est un terme agricole au départ. C'est les paysans qui utilisaient ce verbe pour dire ce qui se passait quand le soc de la charrue quittait accidentellement son sillon. On disait que le soc délirait. Voilà. Et je pense que Mathieu est assez bon en délire, en fait. Voilà. Dès qu'on pourrait être dans un sillon tout tracé, par exemple la guerre de décolonisation en Algérie, au lieu de nous la raconter normalement, il nous met en place un personnage et c'est shakespearien, c'est dantesque. Et je pense qu'à partir de fin 2005, on commencera à avoir une vision assez cohérente et globale de l'œuvre de Mathieu. Voilà. Fin 2025. Et donc, ce qui est sûr, c'est ce qu'on fait sur ces 3 années-là, donc 2023, 2024, 2025. Je suis plus prudent sur l'après parce que ça va être à la fois facteur de ce qui va être compris, de ce qui sera mis en place sur ces 3 années-là, et facteur aussi des textes inédits qu'aura écrit Mathieu, parce que l'idée, c'est quand même d'alterner. On ne va pas attendre 10 ans pour publier des inédits de Mathieu, le temps d'écouler tous les textes qu'il y a à redécouvrir. On ne va pas nacher. Enfin, si tu es d'accord. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, Mathieu, vous êtes partant pour ne pas rester sur vos textes anciens. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas nacher et ça va être intéressant de voir le fait que vos nouveaux lecteurs vous découvrent sous cette voie-là vont aussi vous attendre sur les inédits. Oui, mais j'y pense pas parce que quand j'écris. Alors, on ne peut pas écrire pour des lecteurs. Hein. On écrit parce on écrit d'abord pour faire plaisir. Moi, je ne suis pas torturé quand j'écris. Mais tant que j'ai le plaisir d'écrire, j'écris. Voilà. Là, je viens de terminer un roman. On peut être un peu perturbé par le succès, la reconnaissance. Voilà. En fait, on est très bien quand on n'est pas reconnu. On est dans son coin, on est tranquille, on peut écrire ce qu'on veut, on n'a pas la pression. Parce que s'il y a un livre qui marche, on se dit, celui d'après, qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que ça va marcher aussi bien ou est-ce que ça va... Vous êtes quand même satisfait? Oui, bien sûr, mais il n'empêche que c'est moins confortable. Oui. Moi, j'aime écrire dans mon coin, j'aime pas du tout. Alors, je fais pratiquement pas je cours pas les salons du livre, ni les libraires. J'aime bien rester dans mon coin. En fait, c'est très difficile pour un écrivain je trouve, moi, de faire le représentant de commerce. C'est très, très difficile. Parce que moi, je suis dans un monde qui est vraiment mon monde. Et là, hélas, quand je fais de la promotion, je suis obligé d'en sortir. Et ça ne me plaît pas vraiment. Je sais, Mathieu. J'ai beaucoup travaillé Frédéric pour que vous acceptiez tous les deux. Je le sais. Il est convaincant. Il est très convaincant. Mais oui, on a beaucoup de chance de vous avoir parce que derrière un écrivain tel que vous et derrière une plume, on a forcément envie de savoir
vos ressentis sur ce que vous écrivez, pas forcément les explications, mais en tout cas votre manière de voir le monde, votre manière de voir la littérature. Et on n'attend pas évidemment une analyse scientifique. Bien entendu, ce qu'on veut, c'est découvrir aussi qui se cache derrière Mathieu Bellesi, parce que vous écrivez extrêmement bien et qu'on est emporté à chacun de vos livres. Et je suis ravi que le Tripode ait mis cet accent-là sur cet écrivain et eu envie de le remettre au goût du jour, parce que c'était en effet quelque chose de plutôt injuste. Quand on vous lit aujourd'hui, on ne comprend pas que vous ayez été, pas oublié, mais en tout cas moins représenté dans le monde littéraire. Parce que clairement, Frédéric l'a dit, vous avez une voix et un souffle qui est singulier aujourd'hui. Et je trouve ça assez injuste que vous soyez, que vous n'ayez pas été représenté à cette époque-là. Mais peut-être que le monde littéraire n'était pas prêt à cette époque-là aussi pour vous accueillir, je ne sais pas. C'est une époque que je connais moins bien de par mon âge, mais peut-être que vous avez une réponse à ça. Peut-être que, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Moi, je pense que j'ai une écriture qui n'est pas française et que beaucoup de Français, beaucoup de critiques littéraires français ont du mal à comprendre. Moi, je m'inscris beaucoup plus effectivement dans la mouvance, je l'ai dit, américaine, que ce soit du Nord ou du Sud. Et beaucoup de critiques ont du mal à comprendre cette démesure-là, voilà, qui, moi, est absolument essentielle pour moi. Mais voilà, ce qui comptait pour moi, c'était de garder ma ligne, ne pas rentrer dans le rond. Voilà. Alors, je savais que ça serait sans doute difficile, mais moi, j'aime bien ce qui me résiste, de toute façon. Donc, ça me donne envie d'écrire et de travailler, donc ça va, ça me dérangeait pas vraiment. Puis j'ai quand même certains médias qui m'ont suivi, quand même des gens comme Florent Georgesco au Monde, par exemple, ou Jean-Claude Lebrun à l'Humanité. Ce sont des gens qui m'ont suivi depuis le début, depuis le Petit Roi. Bon, on n'a pas besoin d'avoir toujours... Et je rebondis, c'est ma dernière question, après je vous libère, promis. Oui, c'est ma dernière question sur le côté vérité. C'est-à-dire, souvent des lecteurs disent c'est trop violent, ou en tout cas, l'écrivain donne une vérité. Trop violent. Cette violence, je sais bien, mais cette violence, on l'a subie tous les jours à la télévision en voyant des images de l'Ukraine. C'est terrible, les images. Et ça n'empêche pas les gens d'aller à la terrasse des cafés, prendre leur spritz tous les soirs tranquillement. Et si on y pense un seul instant, mais c'est terrible ce qui se passe tous les jours. Pour les familles, pour les enfants, on tue tout, n'importe qui. Et ça ne dérange personne. Vous voyez? Et ce que je dis, moi, dans Attaquer la Terre et le Soleil, si les manigances et les tueries des soldats, mais c'est ce qui se passe tous les jours actuellement en Ukraine, c'est ce qu'on accepte en Europe. Ça n'empêche pas les gens de partir en vacances, d'aller dans les restaurants, de faire la fête et autres. Moi, je ne culpabilise personne, mais qu'on ne me reproche pas ma violence. Moi, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Je ne dis pas, je vais écrire, là, je vais mettre de la violence. Non, absolument pas. S'il ne doit pas y avoir de la violence, il n'y a pas de violence. S'il doit y en avoir, il y en a. Ça dépend des personnages, c'est tout. Mais voilà, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens puissent être choqués, alors que la violence, elle est là tous les jours. Tous les jours. Et quand ce n'est pas l'Ukraine, c'est dans les écoles en France, c'est dans la rue. Vous voyez ? On est quand même entré dans une société extrêmement violente. On tue des professeurs, on tue des prêtres. Et alors, c'est bien pire que ce que j'ai écrit moi. J'ai bien fait de vous poser la question. Je voulais entendre ça. Je voulais entendre ça. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Merci infiniment à tous les deux pour cette rencontre, pour vos mots, Mathieu, et pour vos textes, bien sûr, mais évidemment à Frédéric de vous avoir fait sortir pour nous, lecteurs, qui sommes dans ce 21e siècle. Je suis ravi de vous avoir découvert et ça continuera, j'en suis persuadé. Les lecteurs vous suivront parce que vous avez une voix unique
Alors, merci vraiment à tous les deux. Et évidemment, on portera le petit roi et votre plume à travers tout ce qu'on pourra. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci à tous les deux. Au revoir tout le monde.